UTR, PFC, MTD, FCDDT, SDT, ATD, PDU, UDS, se réclamant de l'ex-CUT comité de l'unité togolaise, un parti politique des années 1941 à 1967, se sont coalisés pour former le DETIA, l'UFC, l'Union des Forces de Changement, le 1er février 1992. Après, très rapidement, ce nouveau regroupement de partis politiques avec à sa tête Gilchrist Olympio est devenu une organisation de grande masse puisque jouissant d'une forte audience sur l'ensemble du territoire national. Très radical, refusant tout compromis avec le pouvoir en place à l'époque, et l'Union des Forces de Changement s'est distinguée par un engagement résolu en faveur d'un changement politique, c'est-à-dire alternance à la tête du pays, et aussi un changement social authentique dans le pays. Cette position sera édulcorée par une crise interne très sérieuse née à l'issue de l'accord RPT-UFC signé le 26 mai 2010, ce qui a valu le départ d'une frange importante des hauts cadres du DETIA. Et bien avant cela, au milieu de l'année 1993, ATD, PDU et UDS ont claqué la porte à l'UFC quelques mois après la tentative d'assassinat de Gilchrist Olympio le 5 mai 1992 à Soudou dans la préfecture de Bafilo. Que reste-t-il encore à l'Union des Forces de Changement? Aujourd'hui, catapulté, chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, est-ce que l'UFC a encore de l'avenir devant elle? Madame, Monsieur, le bilan et les perspectives, nous en débattons ce matin avec notre invité, un des conseillers spéciaux de Monsieur Gilchrist Olympio, le président national de l'UFC. Il s'agit du député Sénat Alipui, troisième vice-président à l'Assemblée nationale. Déjà avec nous, Monsieur Sénat Alipui, encore une fois, bonjour. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Vous parlez couramment le Lingala, Mbote? Mbote nayo. Boni? Naza bien. Ngai malam. Bien, ça bien. Naïba kite ko lobaka Lingala. Bien. Bongo yo. Ngana na lobaka Lingala bien, moi sinanga za congolaise donc bon c'est très bien. Revenons donc au Togo. Voilà, moi aussi je parle bien le Lingala en tout cas même si je balbutie quelques mots. Alors, l'autre facette, monsieur Sénat Alipui, qu'on vous connaît, que la plupart des Togolais ne connaissent pas de vous, c'est le côté artistique, autrement dit, vous êtes artiste et chanteur confirmé avec des albums en discographie. Pourquoi avez-vous choisi de cacher ce côté au Togolais? Pour une surprise, ça en est une. Bon, c'est ma vie privée, donc... Ah non, mais être artiste, c'est une vie privée? Mais déjà, sur le côté public, vous me dépecez, alors je ne vais pas ajouter le côté privé. Non, oui, effectivement, je suis musicien professionnel, arrangeur musical. Hein. J'ai un studio à Lomé, mais bon, on ne fait pas dans le commercial, c'est juste pour le plaisir quand on a un peu de temps. Ah. Oui. Et c'est ce que vous faites? Oui, vous jouez d'ailleurs souvent ma musique, mais je ne vous dirai pas qui je suis. Ah, waouh! Donc, nous jouons même votre musique ici. Ah, waouh! Mais pourquoi? Ou bien peut-être à quand votre prestation sur scène? Oh non, ici à Lomé, probablement jamais. Ici à Lomé, probablement jamais? On verra. Dieu, selon ce que Dieu aura prévu. Ici, bon, on travaille, on fait la politique. On essaie de sortir les Togolais de la pauvreté. C'est ça mon défi ici. Ça, c'est un passe-temps. Oui. Ah, c'est un passe-temps. Alors, monsieur Alipui, vous êtes troisième vice-président à l'Assemblée nationale. Il y a quelques mois, vous avez octroyé un an d'état d'urgence au gouvernement pendant que celui-ci sollicitait auprès des élus du peuple 6 mois. Aujourd'hui, les chiffres en matière de contamination Covid-19 sont en régression considérable. À quand la levée de l'état d'urgence? C'est une question qu'il faudra étudier avec le gouvernement parce qu'effectivement, nous sommes passés de 6 980 et quelques cas. Et je crois qu'hier, en fin de journée, nous étions à 3 682 cas actifs. Donc, il y a matière quand même à discussion, à réflexion. Et moi, je pense plutôt à la réouverture des frontières parce que vous savez que ça pénalise notre économie. Et tous ces facteurs-là contribuent à la vie chère. Donc, à un moment donné, les personnes qui sont
concernés en premier lieu. On aura des discussions et on évaluera s'il faut lever l'état d'urgence maintenant ou assouplir les conditions dans lesquelles opèrent les Togolais en ce moment. Et donc, autrement dit, cette question d'état d'urgence avec ce qu'on constate en termes de communication, contamination, cela vous préoccupe aussi? Absolument. Comme tous les Togolais, je suis très sensible à la vie chère en ce moment et aux difficultés qu'éprouvent les Togolais. C'est vrai qu'il y a la Covid, mais la vie doit reprendre ses droits. On ne va pas rester prisonnier de cette affaire-là. Le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais je pense que ce qui est vraiment urgent, en tout cas comme politicien, ce qui est urgent pour moi en ce moment, au jour d'aujourd'hui, c'est de trouver des solutions à la vie chère. C'est le problème de l'année. Bien au-dessus de la Covid, pour moi. Bon, je sais que la Covid, le gouvernement s'en occupe, mais comme opposant, moi, ma préoccupation au jour d'aujourd'hui, c'est la vie chère. C'est la vie chère. Oui, mais d'où vous est venue cette idée, ou bien, disons, cette préoccupation assez pointue, la lutte contre la vie chère? Est-ce au regard de ce que vous avez eu à écouter, à entendre lors de vos tournées sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure? Non, pas du tout. Je vis au Togo également, comme tout le monde, et quand il y a des phénomènes comme la vie chère, nous sommes les premières victimes parce que tout le monde se tourne vers nous. Ah, honorable, aujourd'hui, j'ai ma femme qui est enceinte, il n'y a rien. Aujourd'hui, j'ai les enfants, j'ai ci, Donc, nous ressentons directement le phénomène de la vie chère. Mais au-delà de le ressentir, puisque ça fait que nous dépensons plus, nous pensons à ceux qui n'ont pas nos moyens. Si nous qui avons des moyens, nous trouvons que c'est compliqué, et ceux qui n'ont pas de moyens, ça doit être des équations impossibles à eux pour boucler leurs mois, sans compter tous ces gens-là qui ont des prêts avec des banques, des microfinances, et qui n'avaient donc pas au moment de ces prêts-là prévu que l'économie allait ralentir maintenant à cause de la Covid. Donc, je suis vraiment très sensible à ce problème-là, et ce problème-là est un de mes chevaux de bataille pour cette année 2022. Ah oui. Oui, mais l'Union des forces de changement est le chef de file de l'opposition depuis 2018. Nous allons revenir tout à l'heure sur le parti lui-même. Les Togolais, dont les autres partis de l'opposition, ne vous sentent pas en tant que tel. Pourquoi l'UFC fuit sa responsabilité? Nous ne fuyons pas du tout notre responsabilité, nous l'assumons avec maturité, avec responsabilité. Vous savez, la plupart des partis politiques qui sont sur l'échiquier n'ont jamais participé aussi longtemps que nous à l'action gouvernementale. Nous avons été au gouvernement pendant 9 ans. Donc, de l'autre côté de l'opposition, nous savons comment ça se passe. Nous savons quelle est la marge de manœuvre de l'État, du gouvernement. Alors, avec cette culture de gouvernement, cette expérience-là, nous ne pouvons pas tenir les mêmes propos que des gens qui n'ont jamais fait le gouvernement, qui ne savent pas comment fonctionne l'État et qui peuvent faire du populisme juste pour avoir foule. Vous comprenez bien que il s'agit de dire la vérité aux Togolais au jour d'aujourd'hui. Parce que la vie chère, c'est un problème sérieux. Les problèmes que nous avons sont des problèmes sérieux. Et il ne s'agit pas de crier victoire volée, de marcher, de tourner les gens en rond. Et vous allez de déception en déception tous les 5 ans. Mais c'est l'Union des forces de changement qui a habitué ainsi les populations. Absolument, et je l'assume, et je ne vais pas m'excuser pour ça, parce que cela répondait à une politique de l'époque et à une aspiration des populations de l'époque. Mais je veux dire que nous avons maintenant évolué. Maintenant, c'est comme un enfant. Vous savez, quand vous avez un petit bébé à la maison, quand il vient de naître, le défi, c'est de le faire manger. Donc, quand il mange, il se salit, la maman est contente. Bravo, c'est bien, continue. Tout son habit est sale. Mais si à 18 ans, il mange, il s'en met plein sur le visage et son habit, la même maman va dire, mais mon petit, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc, quand on évolue, on change. Maintenant, on change, ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes mais quand on change, on n'est plus ce qu'on était. Non, ça veut dire qu'on évolue. Vous êtes toujours Joachim Agbetine, que vous avez 6 ans ou 20 ans ou 50 ans un jour. Vous êtes toujours le même. Si vous étiez quelqu'un d'avare il y a 20 ans, vous serez probablement encore avare maintenant, à moins qu'il y ait un événement qui vous ait changé. Il y a des choses qui ne changent pas. Et nous, comme enfants de la Blodé, la Blodé, c'est notre identité. Ça ne change pas. Maintenant, au service de quoi nous mettons la Blodé, ça peut faire
objet de débat. C'est-à-dire qu'on peut le mettre au service de l'indépendance, comme dans les années 60. On peut le mettre au service de la lutte pour une alternance, comme dans les années 90. Ou maintenant, dans les années 2022, on peut le mettre au service du développement en étant sûr maintenant que nous aurons une alternance, puisque nous avons contribué à limiter les mandats présidentiels à 2 et que nous avons des élections à 2 tours. Donc, l'Ablodé, c'est notre identité, mais ce au service de quoi nous le mettons, ça peut évoluer ou ça peut s'adapter au contexte dans lequel nous évoluons. Oui, mais aujourd'hui, votre domaine de prédilection ou domaine d'intervention, à vous écouter tout à l'heure là, c'est beaucoup plus la lutte contre la vie chère dans le pays. Absolument. Mais au même moment, M. Jésus-Christ Olympio, qui est aujourd'hui le chef de file de l'opposition, il est à cheval sur Accra et Paris, plus que Lomé. Maintenant, abandon du navire en pleine tempête, ou bien, quel sens donnez-vous à cela? Non, il faut comprendre comment fonctionne M. Olympio. M. Olympio n'a jamais vraiment vécu longtemps au Togo. C'est un monsieur qui est en perpétuel déplacement. Mais il gère tout ce qu'il a à gérer. À l'époque, il a géré ses entreprises en se déplaçant d'un endroit à l'autre, il n'y a pas eu de problème. Et là où est-ce qu'il est, on a eu de ces nouvelles pas plus tard qu'hier. J'ai sous la main le message qu'il adresse à nos militants pour les 30 ans du parti aujourd'hui, que donc nous allons diffuser aujourd'hui à 12h30. Nous serons à l'église Saint-Augustin d'Amoutiévé pour la messe. Donc il peut ne pas être là, mais avec les nouvelles technologies, il donne des instructions, lui parle. Et quand il est à Accra, je vais régulièrement le voir. Et il est à Paris, on va le voir quand c'est nécessaire. Donc vraiment, sa position géographique ne pose pas de problème. Oui, mais il incarne aujourd'hui une responsabilité, non? Absolument. Moindre. Et il chef assume. de file de l'opposition. Absolument, il assume. Vous voyez, nous étions aux funérailles du roi Lawson. Pas procuration? Non, pas du tout. Nous étions, même moi qui suis vice-président de l'Assemblée, il y a des fois où la présidente ne peut pas assister à une activité, elle délègue. Soit c'est moi, soit c'est le 3e, 4e vice-président, soit c'est le 2e vice-président. Donc déléguer une partie de son autorité ne veut pas dire qu'on refuse de l'assumer. Il y a un certain nombre de priorités et on les assume. Et c'est une façon également de promouvoir le leadership interne, c'est-à-dire que ce n'est pas moi l'omnipotent, moi partout. On donne la chance à d'autres de briller. Je vous donne rapidement un exemple. Nous étions aux funérailles du roi Feu Lawson Zankli 8 à Nero samedi, et il s'est fait représenter par Madame Leonardina de Souza, qui n'est pas n'importe qui. Elle est 2e secrétaire parlementaire à l'Assemblée, donc membre du bureau, déléguée aux dames du parti, ancien ministre des Droits de l'Homme. Donc c'est pour vous dire qu'en faisant cela, il faut aussi monter d'autres pour les faire aussi connaître, pour savoir que nous avons des gens compétents. Souvent, c'est Maître Romao Jean-Claude qui le représente en conseiller spécial, vice-président de la CENI. Et parfois, il fait aussi confiance à la jeunesse. Dans des manifestations officielles, vous le verrez parfois envoyer le secrétaire général du parti, Monsieur Édouard Vincent Assi-Akole, qui le représente. Donc tout cela, c'est pour vous dire qu'il fait confiance aux femmes, il fait confiance à ses compagnons, il fait confiance à la jeunesse. Ce n'est pas toujours lui. Et lui-même, il a assisté à 2 ouvertures de nos activités au Parlement, personnellement. Et même moi, le jour où j'ai été décoré par son Excellence le Président Faure Gnassingbé, il était au Parlement ce jour-là. Donc c'est pour vous dire que parfois il est là, parfois il délègue, ce qui est un signe de grandeur de sa part. Et il délègue, mais il n'a pas de préférence, il le fait de manière rotative afin que toutes les différentes composantes de la formation politique soient prises en compte. Absolument, absolument. Comme vous le voyez, femmes, jeunes, personnes âgées, parfois c'est aussi des jeunes, parfois je le représente dans certaines affaires. Oui, mais des fois, au dialogue, par exemple, porte à croire aussi quand même que c'est le poids de son âge qui l'empêche parfois à faire beaucoup de déplacements. C'est ce que disent ses détracteurs, mais comme je vous ai expliqué, il se déplace, parfois il vient lui-même, parfois il envoie des gens. Donc, D'accord. Alors, l'Union des forces de changement, je le disais dès l'entame, c'était le 1er février 1992, que 8 formations politiques se sont coalisées pour former le DETIA. Pourquoi a-t-il fallu créer à l'époque l'Union des forces de changement? La création de l'UFC répondait à la dynamique qu'il y avait à cette époque. Comme je vous ai dit, l'Ablodé qui est notre identité, on le met au service de quoi? En 1963, lorsque Olympio Père a été assassiné, il y a plusieurs enfants de l'Ablodé qui se sont éparpillés à la faveur de multipartisme.
les enfants de la Blodée ont estimé qu'il fallait se mettre ensemble pour faire quelque chose ensemble, avec Gilchrist devant. Et donc, il y a eu un appel le 1er février au stade municipal, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très bon en histoire, mais le 1er février, si je ne me trompe pas, au stade municipal, il a lancé un appel à l'union de tous les enfants de la Blodée de l'opposition, comme un peu le RPT a fait l'appel historique de Palimé. Oui. Donc, bien entendu, pour nous, c'est ce 1er février-là. Donc, ultérieurement, maintenant, je crois que c'est en novembre ou en novembre 93, il y a les formalités administratives pour aller déposer tout ça. Voilà. Mais le jour où on a lancé un appel pour se rassembler et pour lancer le mouvement que nous appelons aujourd'hui UFC, c'est ce 1er février. C'est pourquoi nous le prenons comme notre date d'anniversaire et que nous le célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nos 30 ans. Oui, mais chemin faisant, très rapidement, au beau milieu ou bien dans la deuxième moitié des années 93, et on tendait vers les élections présidentielles d'août 1993. Alors, 3 formations politiques ont abandonné le navire à l'époque. Effectivement. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand fan de l'histoire. À cette époque-là, je n'étais pas encore de l'UFC, j'étais probablement encore à l'école, oui, et pas nécessairement même proche de l'opposition. Mais ce que je peux dire, c'est que ce soir, à 18h30, sur la télévision New World TV, le doyen est très respectable Jean-Claude Romao, maître Jean-Claude Romao, conseiller spécial du président national, reviendra aussi un peu sur notre histoire, qui nous sommes, comment les choses se sont passées à cette époque, parce que ce sont des témoins, c'est des gens qui étaient là. Moi, nous sommes plus de la jeune génération, je peux plus vous parler de l'avenir que du passé. Ah d'accord, vous ne pourrez que plus nous parler de l'avenir que du passé. Alors, l'objectif de départ, c'était de conquérir et exercer le pouvoir, synonyme de l'alternance. Avez-vous pu atteindre cet objectif? C'est vrai, la réponse sera certainement non. Où se situe le problème depuis plus de 3 décennies de lutte acharnée? Donc, ce qui est vraiment intéressant avec vous, c'est que vous me posez la question et puis vous-même vous y répondez, sans me laisser l'opportunité. Ce que je sais, c'est que l'alternance n'a pas eu lieu. Si elle a eu lieu, on le saura. Je vis au Togo. Bon, je vais vous embrouiller un tout petit peu. Je dirais qu'il y a eu une alternance en 2005, sauf que ce n'est pas une alternance entre le parti au pouvoir et l'opposition. Il y a eu une alternance au sein du parti au pouvoir. Vous convenez bien que quelqu'un est décédé. Non, un fils qui remplace son père, finalement. Non, un président qui en remplace un autre. Bon, vous pouvez faire une lecture familiale de l'affaire, mais c'est un président qui en remplace un autre. Donc, il y a eu alternance, d'une part. Maintenant, est-ce qu'il y a eu alternance entre l'opposition et le pouvoir? Non. Est-ce que nous avons eu à gérer le pouvoir d'État? Oui, par le biais de l'accord que nous avons signé. À travers l'attelage, nous avons une dizaine de ministres dont plusieurs ont siégé au gouvernement pendant quasiment 9 ans. Donc, nous avons une expérience gouvernementale. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, à la suite d'une élection, nous nous sommes retrouvés majoritaires et nous avons eu à former le gouvernement et à gouverner le pays? Non. Bon, est-ce que cela veut dire que toutes nos idées, rien de ce que nous comptions faire ou que nous comptons faire n'est fait? Non plus. Il y a des idées que nous avons amenées, qui nous appartenaient, dont les autres n'ont pas parlé, mais qu'ils ont fini par adopter. Vous prenez un programme comme Novici, si vous prenez notre projet de société que je vous ai envoyé, qui est donc daté de 2018, octobre-novembre 2018, déjà à cette époque, nous disions que si tu es Togolais, tu n'as rien du tout, pas de ressources parce qu'il n'y a pas de travail, nous te donnons à la base 25 000 francs pour que tu puisses quand même payer les dépenses de base et te débrouiller. En étant militant de l'UFC? Non, tous les Togolais. Si nous étions en majorité, nous étions au gouvernement, c'est ce que nous ferions. C'est dans notre projet de société. Dans la campagne électorale des législatives? Absolument. Et nous avions calculé l'incidence financière de toutes ces mesures-là. Nous avions également dit que tous ceux qui travaillent mais gagnent moins de 50 000, donc si par exemple tu es au SMIC à 35 000, on va te compenser de 15 000 pour que tu puisses atteindre 50 000. Et si tu es à la retraite et que ta pension n'atteint pas 50 000, la différence, on va te l'ajouter pour que vous ayez tous au moins 50 000. Parce que nous estimons que si vous avez travaillé pendant 20, 30 ans et qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite, donc physiquement fatigué, vous ne pouvez plus faire grand-chose,
vous n'allez pas vous retrouver pauvre. Oui. D'autant que tout au long de votre carrière, vous avez travaillé et peut-être une bonne partie de cette carrière-là, vous étiez sous prêt parce qu'il faut construire une maison, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut se soigner. Voilà. C'est que donc toute votre vie ne va pas être un sacrifice et une punition. Donc ce sont des mesures sociales que le courant sociodémocrates parmi nous ont apporté. Moi, je suis plutôt d'un courant libéral. C'est-à-dire que pour nous, pas de SMIC, rien, on dérégule tout, on confie tout au secteur privé. Mais donc, c'était des choses qui étaient contenues dans notre programme déjà. Alors, vous voyez que maintenant, en pleine crise... Des ambitions je termine rapidement, réalisables ou bien des vœux pieux? Non, c'est pas des vœux pieux. Oui, et quels sont les leviers sur lesquels vous êtes basés avant de pouvoir avancer cette noble idée? Le budget de l'État, il y a des économistes parmi nous, je suis financier. Alors, souvent quand je dis qu'il faut baisser la TVA, les gens pensent qu'on vient bavarder comme les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je ne suis pas populiste. Si je vous dis qu'on fera quelque chose, nous le ferons. À l'époque, donc en 2018, lorsque nous étions en train de voir quelle serait l'incidence financière d'une baisse de la TVA dans un premier temps de 18% à 10%, l'incidence financière était d'environ 60 milliards à l'époque, parce que le total de la TVA tourne autour de 180 ou 200 milliards. En tout cas, c'était d'environ 59-60 milliards. Alors nous, notre plan, c'était d'abord de baisser la TVA de 18% à 10% dans un premier temps. Et si en 2020 nous remportions la présidentielle, nous baisserions la TVA maintenant de 10% à 5%. Pourquoi? Parce que vous allez me demander maintenant, l'État récupère cet argent-là. Oui, voilà. Et comment? Parce que nous étions dans un processus de décentralisation où nous disons que, bon, ok, l'État central, au lieu de pomper l'argent chez tout le monde de cette façon-là, il prend 5% de TVA et maintenant au niveau des communes, selon la taille de la commune et de leurs besoins spécifiques, on peut dire qu'à Lomé, c'est une agglomération de 2 millions. On va peut-être, dans Golfe 4, prélever 7%. L'autre, il a besoin de 3% pour pouvoir équilibrer. Donc, on essaie en fonction de la taille de chaque... et on met en place un système de péréquation à l'échelle nationale pour que les systèmes d'une commune à l'autre soient à peu près équivalents. C'est-à-dire que si vous allez dans Golfe 4, il y a un certain nombre de rues. Vous allez dans Golfe 7, il y a le même nombre de rues. Ils n'ont pas les mêmes atouts. Certains ont un marché, un très grand marché, plusieurs industries dans leur communauté, dans leur commune, d'autres n'en ont pas. Donc on utilise la fiscalité d'une façon à ce que on ajuste la taxation selon les besoins d'une part, et ensuite on met un système de péréquation à l'échelle nationale pour qu'il y ait un certain nombre de services essentiels qui soient fournis à tous les Togolais. Et ces services essentiels-là, c'est l'eau, l'électricité, un bon système d'éducation, un bon système de santé. Alors vous allez voir que quand on faisait la campagne pour les locales, nous sommes venus avec le système de 4E et plus 3S. Peut-être pas ici, c'était avec Afanou dont on en parlait. Donc les 4E qui sont eau, électricité, emploi et le quatrième j'ai oublié, et les 3S c'est santé, sécurité et salubrité. Donc c'était ça les priorités. Et lorsqu'on est en train de parler de nos projets, les gens qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire ne comprennent vraiment pas. Nous travaillons avec un certain nombre d'axes qui sont différents de ceux du gouvernement. Quand nous regardons le Togo, ces 5 régions, nous avons 5 D. La démocratie, d'abord, qui est une priorité. Donc, il faut faire des réformes pour ancrer la démocratie. La défense. Donc, la défense. Faut défendre l'intégrité du territoire. Absolument. La défense et la sécurité. D'autre part, donc, les questions de développement. 3, donc, le bien-être, que les gens soient à l'aise dans le pays, augmenter les salaires, mettre les gens mettre les gens à l'aise dans le pays. Vous avez aussi maintenant les questions de décentralisation. Donc, 4e D. Oui, donc, et le 5e D, c'est la diplomatie. Donc, c'est-à-dire que mettre la diplomatie au service de l'économie, que ce soit nos députés qui voyagent, tout faire pour faire briller le Togo de façon à attirer des investisseurs, que ce soit nos ambassadeurs. Tous ces gens-là doivent être en train de travailler pour attirer des investisseurs vers le pays. Donc c'est une vision intégrée du pays que nous avons. Je vous parlais des 4 E et des 3 S tout à l'heure. Donc c'est bien eau, électricité, emploi. Et c'est le 4e E, c'était éducation que j'ai oublié. Et le reste, c'est santé, sécurité. Donc tout ça là, si vous allez sur mon site,
www.alipui.com. Vous avez notre projet de société qui date de 2018, donc je n'invente rien ce matin pour être dans l'air du temps. Pourquoi ce paternalisme alors que vous parlez au nom d'un parti politique par rapport à ce projet? Non, nous en parlons. J'ai été associé à la rédaction du projet de société et ensuite le parti l'a validé. Donc, c'est des choses qu'on connaît sur le bout des doigts. Ce n'est pas vraiment à nous. C'est un peu comme la Blodée. Nous sommes à Blodévie, mais la Blodée, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif. C'est quelque chose d'inclusif. C'est-à-dire que c'est comme une lumière. On veut la partager avec tout le monde. Netogo, Vio, Kekemle, à Blodémia, Vovoléa, tout le monde est libre. Personne ne va en vouloir à son ami, personne ne va jalouser son ami. Si tout le monde a les moyens, tout le monde est libre d'aller et venir. Y a pas... Donc tout ce que nous avons, c'est des idées que nous partageons, que nous propageons. Donc maintenant, ce n'est pas pour dire que c'est pour nous. Ces bonnes idées, ces intentions, vous les avez compilées dans des documents que vous avez tout à l'heure appelés projet de société. C'était pour les locales. Et les législatives. Les législatives, les locales, et puis éventuellement la présidentielle de 2020. Ouais. Voilà que toute cette ambition s'est dissipée. Alors, est-ce que vous y tenez encore, puisque très bientôt les régionales? Oui, nous allons ajuster notre projet de société. Il faut comprendre que les élections, c'est comme si on fait la cour à une fille. Hein. Chacun vient raconter vient faire son show, après elle décide avec qui elle va. Bon, si on ne vous a pas choisi, mais au moins elle dit que bon, vous pouvez être son ami. Donc nous sommes en minorité au Parlement, vous pouvez être son ami. Bon, vous n'allez pas refuser l'amitié, en espérant peut-être que au fil du temps, les circonstances vous permettent d'être plus qu'un ami, éventuellement, sans souhaiter un malheur à quelqu'un. Alors, les régionales s'annoncent et on vous aperçoit de plus en plus sur le terrain ces derniers temps. Alors, Monsieur Sénalipui, pré-campagne électorale ou bien simple remobilisation donc de vos bases? Non, nous ne sommes pas en campagne du tout. Je pense que les problèmes que nous avons sur la table ne nous permettent pas d'aller en campagne maintenant. Nous avons le problème de vie chère que je vous dis, dont je vous parlais. Moi, ça me fait beaucoup de peine de voir le prix du maïs au prix auquel il est, de voir les gens manquer d'argent. Donc, nous sommes en plein mandat et ces tournées que nous avons effectuées s'inscrivent dans le cadre d'un processus de reddition de comptes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne un mandat, on vous confie un travail, vous devez lui rendre compte du travail que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas que vous allez aller faire ce que vous voulez et puis c'est fini. Donc vous devez retourner vers ceux qui vous ont élus pour vous rendre compte. Bon, maintenant quand vous regardez un parti comme l'UFC, à l'échelle du Togo, nous n'avons eu que 7 députés, dont 6 dans la région maritime et 1 dans la région des plateaux. Et le reste du Togo, nous avons des militants là-bas, nous avons des fédérations là-bas. On nous fait croire que le parti est mort, qu'on n'a plus rien là-bas. Oui, mais c'est un parti de grande masse, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Oui, mais comme est-ce que vous en êtes conscient? Mais écoutez, même si le lion a maigri, ce n'est quand même pas un chat. Mais il n'a plus la vigueur, la force, la férocité d'antan. Oui, bon, mais si vous voyez un lion qui maintenant a coupé ses cheveux, il a coiffé sa crinière. La crinière, ça n'existe plus, oui. Il devient gentleman, ce n'est pas mauvais. Nous avons des gens partout. Vous savez, en fait, quand nous sommes arrivés dans ces affaires-là, nous voulions faire des tournées avant. Les gens nous disaient au sein du bureau même, du parti, que non, pourquoi vous voulez aller perdre votre temps et l'argent, on n'a plus personne là-bas, on est mort. Je vous dis la vérité. Au sein du parti, et vous dites bureau national? Je vous parle du premier cercle du patron. C'est-à-dire que des gens qu'il a, sur qui il compte, qui sont ses bras droits. Et c'est pourquoi de 2010 jusqu'à présent, le parti était à genoux. On empoche l'argent, on ne fout rien. On est autour du patron, on lui fait croire que, bon, écoute, tu sais, ton parti là, c'est mort, il faut laisser tomber. Donc, nous, on est venu, on dit, on va aller vérifier. Non, pourquoi vous voulez aller, vous êtes trop turbulent. On dit, on va aller voir, s'il n'y a rien, on reviendra vous dire qu'il n'y a rien. Donc, maintenant que nous sommes devenus députés, nous sommes allés, nous avons fait le tour du Togo. Moi-même qui vous parle ici, et le journaliste qui est ici était avec nous, nous avons fait la région des Savanes. Toutes nos fédérations là-bas, nous avons fait la région de la Kara, toutes nos fédérations sont en place, nous avons fait la région centrale, toutes nos fédérations sont en place, nous avons fait la région des plateaux, je vous ai envoyé des photos il y a une semaine ou deux avec des photos. Donc partout où nous sommes allés, il y a foule. Et cette foule-là, ce n'est même pas des militants ou des populations.
C'est juste les cadres du parti. C'est-à-dire que c'est ce que le président vice-président nous disait la dernière fois sur cette antenne. Alors, c'était les membres des bureaux, ou bien disons le bureau des fédérations. Alors je dis, mais on nous annonçait pour mort, nous sommes partis faire une visite de terrain pour aller rendre compte de nos activités parlementaires. On constate que nous sommes notre force est intacte. Maintenant, ces gens que vous avez eu à rencontrer, des gens encore très engagés, comme ils l'étaient hier. Plus engagés que les traîtres qui tournent autour du patron. Je vous le dis, c'est des gens qui nous disent, mais pourquoi vous ne venez pas nous voir depuis 10 ans pour certains, depuis 8 ans pour certains, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'il y a des élections, vous ne venez même pas nous demander si nous voulons présenter des listes. Donc ce qui se passe, c'est que, et je vous le dis honnêtement, parce qu'il y aura des événements qui vont nous amener à avoir des situations que vous ne comprendrez peut-être pas si on ne vous les a pas expliquées. Il y a des gens qui sont dans notre état-major, qui ont leur allégeance ailleurs. Oui, écoutez, notre secrétaire général nous a quittés pour devenir vice-président à l'ANC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il était loyal avec nous? Mais quand vous avez une situation comme ça devant vous, vous ne pouvez pas vous voiler la face. Tu me quittes. En fait, allusion donc au docteur Dimungu. Je n'appelle pas de nom, je parle de fonction. C'est-à-dire notre secrétaire général a quitté et je constate qu'il est nommé vice-président dans un autre parti. Qu'est-ce que vous voulez que je pense? C'est qu'entre-temps, il aura été déçu peut-être par les bisbis ou bien des problèmes internes aussi. Déçu de quoi? C'est des gens qui n'ont pas voulu que nous présentions des candidats aux élections législatives. À 2 semaines de la clôture du dépôt de candidature aux législatives, ils n'ont rien fait pour qu'on puisse aller aux élections, malgré les instructions du patron. Donc je ne suis pas venu ce matin pour faire le procès des gens, ni pour m'occuper du passé. Oui, sinon ce n'est pas ça qui est... Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui l'UFC a 30 ans. C'est l'âge de la maturité. Oui, comme le dit le président national, nous avons 30 ans. Oui. Nous sommes un parti d'implantation nationale. Nous avons des gens partout. Nous voulons mettre ces gens-là au service du développement du pays. Je ne veux pas les embarquer dans des histoires d'aller manifester, aller insulter les gens. Nous ne sommes pas dans ce registre-là. Oui. Nous voulons les mettre au service de la lutte contre la vie chère et de l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Et pourquoi c'est maintenant que vous vous intéressez à la question de la vie chère, monsieur Sénalipi? Vous êtes député, élu à l'Assemblée nationale, mandaté par la population pour défendre ses intérêts. Et nous sommes en train d'apprendre à travers nos confrères le médium que très bientôt, probablement, il y aura encore une nouvelle augmentation sur les prix des carburants. Tout au jour le jour, augmentation. Ici, à tous les niveaux donnés, l'État nous coince. Et tout cela se passe sous vos yeux. Ou bien à vos yeux, à votre nez barbe, comme on le dit. Donc vous voyez, je n'ai pas de barbe pour commencer. Oui, mais quand même, cela se déroule sous vos yeux. Ce que je peux vous dire... Oui. Nous sommes un parti d'opposition. Ça veut dire que nous avons notre propre vision du pays que je vous ai déclinée, qui a 5 axes. Et nous avons nos propres priorités. Le gouvernement aussi a ses propres priorités et il y travaille. Et de façon cyclique, on demande aux populations de choisir qui doit conduire l'action gouvernementale. Alors moi, mon travail n'est pas de venir nous sommes comme au marché. Tu vends du riz, moi je vends du maïs. Moi, je dois faire la promotion du maïs que je vends. Mon rôle n'est pas de venir dire que le riz, ce n'est pas bon pour la santé, que le riz, c'est mauvais. Je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour proposer autre chose, pour vous dire que si vous êtes avec moi, voilà ce que je ferai pour vous. C'est à ça que se cantonne mon rôle. Pour moi, dans notre perspective, qui est une perspective libérale, l'argent dans une économie, c'est comme le sang. Le rôle que joue l'argent, c'est comme le rôle que joue le sang. C'est le nerf de la guerre. Il doit circuler. Et le constat que je fais, c'est que ici, il ne circule pas assez. C'est comme si l'argent est bloqué quelque part. Donc certains en ont, d'autres n'en ont pas. Ça Honorable député, d'une manière concrète, comment comptez-vous lutter contre la vie chère pour que la population déjà saignée à blanc puisse au moins trouver une bouffée d'oxygène? Alors, il y a deux axes. D'une part, je suis libéral. Mais nous sommes dans un contexte où si on devait mener des politiques vraiment libérales, cela poserait un problème. Donc il faut s'adapter au contexte dans lequel nous sommes. Alors si vous me demandez ce matin comment je compte réduire la vie chère, je vous dirais que la première mesure que nous prendrions, c'est d'augmenter le SMIC à 50 000. Le SMIC de 35 000, nous le ferions passer à 50 000. Et tous ceux qui
ont un revenu qui est de moins de 50 000 et qui travaillent, nous allons, par un biais de transfert, par les transferts sociaux, amener leur revenu à au moins 50 000. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train de travailler ici au Togo légalement et tu gagnes moins de 50 000. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons réduire la TVA. Si déjà en 2018, où la crise n'était pas comme elle était, nous parlions de mettre la TVA à 10%, puis à 5%, dans le contexte actuel, nous allons attendre les résultats du recensement et de l'identification pour voir combien nous sommes et combien représente la TVA aujourd'hui, pour voir quelle va être l'incidence d'une réduction. Donc, mais il faut nécessairement réduire la TVA. Et il faut réduire la TVA parce que la TVA se trouve presque partout. Donc, quand vous la réduisez, c'est beaucoup de choses que ça touche qui doivent normalement baisser automatiquement. Donc, laissez-moi rapidement terminer. Donc, augmenter les salaires à 50 000, augmenter le SMIC, réduire la TVA, supprimer les péages sur l'ensemble du territoire. Supprimer les péages. Supprimer les péages. Pourquoi? Je supprime les péages parce que pour le moment, je gagne 35 000. Faisons cette analyse-là. Je travaille à Tchévier. Tous les matins, je dois aller. Le péage est à 500. Donc, aller-retour, ça fait 1000 francs. Je travaille du lundi au vendredi. Donc, ça fait 20 jours par mois. Donc, déjà, 20 000 sont partis dans le transport. Il me reste 15 000. Donc, dans les 15 000, je dois payer le loyer. Je dois manger. Je dois me soigner. Je dois payer l'école des enfants s'il y en a. Vous voyez que mon budget ne tient pas. Ah oui. Alors, quand je dis 50 000, ce n'est pas 50 000 en l'air. C'est en disant 50 000 en sachant que tu n'as pas de péage à payer. Si tu payes une maison de 10, 12 000, tu manges peut-être pour 15 000, ça te fait 25 000 et tu essaies de te débrouiller. Répartir le reste. Ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. Donc, supprimer les péages, il y a de l'argent qui rentre par les péages. Comment on collecte cet argent-là? Et c'est pourquoi je vous parlais de l'axe des 5D. C'est-à-dire qu'on va décentraliser le système d'immatriculation des véhicules. Soit par région, soit par commune. Donc, si on voit un véhicule, vous voulez immatriculer un véhicule, vous êtes habitant de la commune de Golfe 4, vous allez à la mairie de Golfe 4 pour faire les procédures. Il y a une structure décentralisée de ceux qui le font là. Et c'est soit dans l'assurance qu'on vous fait payer, ou bien dans les charges qu'on vous fait payer là, que peut-être sur 12 mois, compte tenu des routes qu'on a construites et tout ça là, on met une petite charge pour vous faire contribuer à l'amélioration des routes ou au remboursement du prêt qui a été fait. De façon à ce que peut-être c'est au moment où tu viens renouveler ta plaque ou quelque chose comme ça, des choses comme ça. Peut-être le trimestre. Tu paies quelque chose et ça contribue. Ce n'est pas tous les jours. Si tu ne payes pas ça, tu ne pourras pas aller au travail. C'est un frein. Et ça fait perdre du temps à tous ces titans commerces qui voyagent et qui ont une dizaine de péages sur la route. Oui, mais le Togo n'est pas le seul pays au monde où il y a des péages. En Europe, il y a les péages aussi. Vous me dites qu'il y a la vie chère et vous me demandez comment, dans le contexte togolais, je règle le problème de la vie chère. Et si les Togolais étaient des gens aisés, je laisserais les péages peut-être. Et je vous dirais que je vous ferai des ponts suspendus ou d'autres histoires, ou que cet argent-là peut-être servira à financer le système scolaire ou d'autres choses. Oui, donc je veux rapidement terminer. Cette ambition que vous êtes en train de nous dévoiler, si je peux rapidement terminer. Est-ce une position du parti ou bien une position des députés UFC à l'Assemblée nationale? Vous avez lu notre projet de société? Oui. La baisse de la TVA est dedans. Le relèvement du SMIC. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de ce dont j'ai rêvé cette nuit. Je vous dis ce que nous allons faire si nous sommes en capacité. Donc, si je peux rapidement terminer. Oui, allez-y, rapidement. Donc, on a parlé du SMIC, on a parlé de baisser la TVA, de supprimer les péages, de réouvrir les frontières terrestres. On le demande depuis un moment, mais il faut réouvrir les frontières terrestres. Il faut que les gens puissent faire le commerce. Les hôtels ici sont en difficulté parce que les gens ne circulent pas. Et, le gouvernement, lui, il dit à cause de la crise sanitaire. Il a de bonnes raisons, je ne dis pas qu'il a tort. Ce que je vous dis, si moi j'étais à leur place, je rouvrirais les frontières. Je vous dis ce que moi je voudrais accompagner les populations à amortir quand même le coût de la vie chère actuelle. Rouvrirais les frontières, il va falloir revoir la taxation dans les communes. Parce qu'il y a beaucoup de communes maintenant qui créent beaucoup de nouvelles taxes, en plus des taxes qui existent, et les gens se sentent pris à la gorge. Et même dans certaines de ces communes, elles sont tenues par l'opposition. Alors quand les opérateurs économiques m'en parlent, je me dis, Dieu merci, on ne leur a donné qu'une commune à gérer. S'ils devaient commencer à gérer l'État comme ça, on ne peut pas s'en sortir. On donne des contrats de gré à gré pour le ramassage des ordures à ses amis. Et ils ont le monopole sur un marché qui était normalement avec plusieurs acteurs et qui fait que le prix est bas. Donc, revoir la taxation dans certaines communes. Je finis rapidement, je sais que vous devez couper. Revoir la question de la dette des ménages. Il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui qui sont sous prêt
ils ne peuvent pas boucler leur budget parce que dès qu'on a pris le prêt qu'ils ont, ils sont quasiment à plat. Si vous êtes déjà mal payé, vous êtes sous prêt, vous avez un couteau sous la gorge, ça ne peut pas aller. Il faut que nous voyons comment, avec les microfinances et les banques, on peut rendre la dette des ménages plus soutenable. Subventionner le carburant afin de réduire les prix de l'essence à la pompe, et cela va avoir un effet sur la chaîne d'approvisionnement des produits de consommation. Subventionner, si c'est possible, l'eau, l'électricité. J'ai quasiment fini, je vois que tu regardes l'heure, mais c'est important. Baisser l'impôt sur les sociétés, élargir l'assiette fiscale, faire le recensement et l'identification biométrique. Mais là, vous risquez d'asphyxier complètement la poche ou bien le trésor public. Non, pas du tout. Nous sommes dans une perspective libérale. Ça veut dire que l'État est de taille réduite et on laisse le secteur privé créer la richesse. Si vous empêchez le secteur privé de créer de la richesse, il n'y a rien à collecter pour l'État. Est-ce que cela constituera votre message de campagne pour les régionales? Est-ce que vous commencez déjà par la ça, je vous parle de ce qu'on projetait faire en 2018. La situation a évolué. Donc maintenant, on va devoir faire un nouveau projet. Oui, mais la vie chère, elle est toujours là. Et ces mesures sont applicables. Ces mesures sont tout à fait applicables. Et nous allons marquer la pause, honorable Sénat Lipi, pour revenir maintenant sur ce qu'il en est par rapport aux grandes perspectives de l'Union des forces de change. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio, madame, messieurs, pour la suite du débat avec notre invité, monsieur Sénat Lipi, député à l'Assemblée nationale, troisième vice-président à l'Assemblée nationale. Il est également un des conseillers spéciaux de monsieur Gilchrist Olympio, le président national du parti UFC, qui souffle aujourd'hui ses 30 ans de sa 30e bougie. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, honorable, tout à l'heure, je vous posais la question, mais comment allez-vous trouver les moyens pour pouvoir assouvir satisfaire tout ce que vous avez étalé là? Alors nous sommes dans une période de pré-récession, nous ne sommes pas encore en réelle récession. Dans des situations comme ça, on n'a pas d'autre choix que de détériorer le déficit public. Donc c'est que d'une part, il faut continuer à emprunter, mais il ne faut pas emprunter pour faire la fête. Voilà. Il faut emprunter pour faire des investissements productifs. Et vous savez que nous sommes un pays qui importe beaucoup de choses que nous consommons sont importées. Donc moi je dis qu'il faut subventionner certaines choses. S'il faut subventionner certaines choses, d'une part, ça veut dire qu'on dépense. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'il faut taxer. Il faut taxer de façon plus importante les biens non essentiels et les produits de luxe, l'alcool. Est-ce que vraiment vous avez besoin de boire du whisky? Non. Si la bouteille, au lieu de coûter 8 900, coûte 10 200, ça fait 2 200 de plus dans les poches, 2 000 dans les poches du gouvernement, qui peut aider à peut-être faire un banc dans une classe ou quelque chose. Donc, taxer de façon additionnelle les produits de luxe et les biens non essentiels, élargir l'assiette fiscale. Je reviens souvent dessus en disant qu'il faut recenser la population, faire l'identification biométrique et accélérer la transition des entreprises qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel. Pour que maintenant le nombre d'entreprises qui doivent payer de l'impôt et verser des taxes à l'OTR soit plus important. Et si le nombre des gens qui doivent payer est plus important, tout le monde peut payer un peu moins. Il ne faut pas que ce soit comme maintenant où seuls ceux qui se sont déclarés formellement absorbent toute la charge de l'OTR, tout ce que ce soit le seul. Et ceux qui sont dans le secteur informel font beaucoup d'argent et ce qu'ils devaient payer à l'OTR, ça devient un profit qu'ils font ou bien ça devient des commissions qu'ils versent pour qu'on leur foute la paix. Donc, il faut élargir l'assiette fiscale. Et c'est quelque chose qui peut marcher. Vous savez, au Togo, en 2005, le budget de l'État était autour de 205, 250 milliards. Nous sommes à 1779 aujourd'hui. Et si vous regardez les chiffres issus de la fusion de la... En moins de 20 ans. Donc, on a multiplié quasiment par 10 notre budget. Ça doit se sentir dans la vie des gens au jour le jour. C'est très important. Donc il faut élargir le budget ne doit pas être si élevé et pourtant la population doit baigner encore dans la précarité absolue. J'y viendrai tout à l'heure. Donc vous me demandiez où est-ce qu'on trouve l'argent. Donc augmenter la taxation sur les biens non essentiels et produits de luxe, élargir l'assiette fiscale, faire de la diaspora un investisseur privilégié. Nous négligeons notre diaspora.
Notre diaspora, c'est non seulement de l'argent qu'elle envoie, mais c'est aussi des têtes, c'est aussi des gens qui peuvent investir dans des projets importants. La diaspora envoie presque autant d'argent que l'aide publique au développement, sinon plus. La Banque mondiale l'a démontré à plusieurs reprises. Il faut permettre à la diaspora de jouer son rôle et lui donner des facilités. Un Togolais qui est à l'étranger, qui veut venir s'installer ici, nous, ce que nous disions en 2018, c'est que nous lui donnerions nous lui donnerions 2 à 3 conteneurs sur lesquels il ne paye rien. Et tout cela ne peut pas se dérouler correctement ou normalement si l'atmosphère politique n'est pas bien assainie. Alors, donc je termine rapidement avec les méthodes et puis on revient sur la politique. Donc, mobiliser davantage l'épargne nationale, recourir au crédit, donc emprunter sur les marchés régionaux, sous-régionaux, et voir quel rôle la Banque centrale peut jouer. La Banque centrale injecte déjà beaucoup de liquidités, mais trouver un mécanisme pour qu'elle en injecte encore plus, pour que l'argent circule. C'est comme le sang dans le corps humain. Si l'argent ne circule pas, bon, nous on peut être bien, mais les autres. Donc et promouvoir le tourisme. Et quand je dis tourisme, ce n'est pas les gens qui vont seulement venir en vacances rester à l'hôtel. Promouvoir le tourisme de la santé, donc c'est-à-dire faire des investissements importants dans nos hôpitaux et avoir suffisamment de médecins bien formés, plus ceux qui sont dans la diaspora, leur donner des conditions pour rentrer, de façon à ce que si quelqu'un est malade à Abidjan ou à Dakar, ce sont des points que vous allez décliner au cours de la prochaine présidentielle. Oui, ce sont des tourisme éducatif, c'est-à-dire que les gens viennent à Lomé pour aller à l'école parce que nous avons les meilleures écoles. Tout ça, ça fait rentrer de l'argent dans le pays. Et pourquoi ambitionnez-vous prendre la tête de l'Union des forces de changement prochainement? Moi, je n'ai pas cette ambition-là. Mais vous avez annoncé un congrès imminent. Oui, le congrès, c'est pour reconduire Gilchrist Olympio à la tête du parti. Et bien sûr. Avec son âge? Bien sûr. Je vous dis qu'il va bien, il gouverne. Il n'y a pas de problème. Entre ce que les gens racontent et la réalité, il y a un décalage. Moi, c'est quelqu'un avec qui on interagit quotidiennement, quasiment aux 2-3 jours. Le message que j'ai ici qui va être diffusé, il m'est parvenu ce matin. Hier soir, on a fini avec ça hier soir. Donc, les gens le veulent mort, affaibli, on veut enterrer l'UFC. Nous sommes bien là. L'UFC est encore debout? Nous sommes là, mon ami. Debout? Tu veux voir les photos? Non, pas rien que des photos, mais rassembler des gens, venez, il y a la Covid, on ne peut pas faire de meeting. Mais le temps viendra pour ça. Ceux qui nous annonçaient morts ou qui ont organisé nos funérailles de notre vivant, je pense qu'ils vont devoir revoir leur copie. L'Union des forces de changement, toujours présente aux discussions entreprises par le gouvernement. S'il vous plaît, croyez-vous à l'UFC en ces différentes initiatives? Oui, nous y croyons, nous y participons et nous pensons que c'est dans le sillage du dialogue que le président Gilchrist Olympio et son excellence le président Faure Gnassingbé se sont engagés en 2010, dans lequel maintenant tous les autres partis politiques s'engagent, et moi je pense que c'est une bonne chose. Discuter maintenant ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Discuter maintenant ne veut pas dire que la recherche d'un compromis ne veut pas dire que nous sommes à la recherche d'une compromission. On discute, on échange les idées. Je peux être peut-être minoritaire, mais si mon idée est bonne, si la majorité la trouve bonne, comme on l'adopte et on avance. Et vous êtes retrouvé au sein de la CENAP. Aujourd'hui c'est le CPC. Pourquoi faire encore? Mais c'est pour que ce soit maintenant permanent. Vous savez, vous avez dit la dernière fois que c'est un médicament, ce n'est plus affaire de médicament, mais c'est un aliment de tous les jours. Il faut se parler. Vous pouvez habiter avec votre femme dans la maison et ne pas vous parler. Et je lisais à la une d'un journal la dernière fois que tous ceux qui se retrouvent là-bas risquent d'être mangés à la sauce unie. De toutes les façons, ceux qui ne sont pas de bonne foi vous diront toujours que tout ce qui vient du parti au pouvoir ou du gouvernement n'est pas bon. Et eux, ils ne sont qu'une minorité. On ne pourra pas avancer, on ne pourra pas les forcer à avancer. Ce que nous nous disons, c'est qu'il vaut mieux avancer à la lueur d'une bougie que de continuer à tâtonner dans l'obscurité. Le dialogue, rien ne nous garantit que quand on discute, tu vas me donner ce que je veux. Mais comme le disent les Yoruba, a good conversation can bring cola nut out of the pocket. Si toi et moi on sait bien parler, la discussion est bonne, peut-être tu as une noix de cola ou quelque chose tout. Tu vas sortir et m'en donner. Alors, mais si on ne se parle pas et on veut se donner des coups de poing, est-ce que ça fait avancer le pays? Nous nous disons maintenant que même des absents et non des moindres au CPC, est-ce que cela ne risque pas d'handicaper ou bien peut-être synonyme d'un bateau qui va prendre de l'eau? Non. ANC c'est 4%, DMK on dit c'est 20%, c'est le quart. Et les 3 quarts qui eux sont là-bas. Nous sommes 4 dans le pays. 3 sont d'accord, ils sont en train de faire quelque chose. Il y en a un qui dit il vient pas. Alors on va dire que les 3 n'ont qu'à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. C'est la démocratie, c'est la majorité. Si la majorité va dans ce sens-là, la minorité doit s'y plier. Mais je ne veux pas faire les choses de façon arithmétique. Moi, ce que je veux dire, c'est que si vous estimez, et moi je ne pense pas vraiment au fond de moi-même que l'ANC représente 4%, c'est un accident de parcours sans doute, avec tout ce qu'il peut y avoir. En tout cas, en tout état de cause,
Ce que je veux dire, c'est que si tu as vraiment raison, viens discuter, expose ton idée. Si elle est convaincante, ils étaient là, ils ont assisté à toutes les réunions, à la coalition des réunions de la Sénap, mais c'est juste aux dernières heures qu'ils ont claqué la porte. Ne faisons pas le procès de ceux qui ne sont pas là. Prions plutôt qu'ils viennent. Qu'ils reviennent. Et voyons s'ils viendront à la CENI. Mais des discussions à n'en finir jamais. En âme et conscience, est-ce que les aspirations profondes de la population sont prises en compte par vous les acteurs au cours de cette discussion? Mais pour moi, les aspirations profondes des Togolais au jour d'aujourd'hui, oui, c'est comment est-ce que c'est le cadre électoral, c'est la composition de la CENI? Si tu sors de ce studio aujourd'hui, ce n'est pas les élections qui vont... Qui préoccupent la population. C'est ce que tu vas manger ce midi. Comment tu boucles. Alors moi, c'est ça. Combien j'ai dans ma poche si jamais, voilà. Quand on va s'approcher des élections, quand on sera en campagne électorale, ce que nous pouvons faire, nous le ferons. Mais vous qui vous retrouvez au CPC ou bien Sénap, etc., c'est le nombre de gens qui doivent être à la CENI, recomposition, découpage, voilà des préoccupations que vous incarnez là-bas. Oui, c'est bien qu'on en discute là-bas parce que c'est mieux d'en discuter là-bas que dans la rue. Parce que les gens sont capables de te dire qu'ils vont faire des manifestations. Pendant que la population meurt de faim. Non. Vous étiez parti dans le Togo profond. Est-ce que ce que nous disons est faux? Qu'est-ce que vous dites? Ce que nous sommes en train de dire, les gens meurent de faim, les gens baignent dans la précarité. Est-ce que c'est faux? Mais de moi à vous, qui a parlé de vie chère ici? Vous l'avez pas. C'est moi qui vous ai amené le sujet de vie chère. Ça veut dire que je sais que c'était un problème. Maintenant, vous voulez me présenter un chou gras au niveau. Vous voulez me présenter comme la cause de la vie chère. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Mais pourquoi vous n'en discutez pas? Nous allons en discuter. Vous allez en discuter. Non, parce que la CPC, c'est aussi les questions économiques, c'est aussi les questions sociales. Il y a aussi ces détenus qui doivent être peut-être élargis. C'est parce que vous sentez encore des élections venir, puisque nous sommes là rien que pour voter. Écoutez, quand vous avez 7 députés et 44 conseillers municipaux sur 1500, ce n'est pas les élections qui vous préoccupent. Parce que d'une élection à l'autre, il n'y aura pas de miracle. Ouais. C'est que le pays progresse. Et moi, c'est ça. Moi, quel qu'en soit celui qui a raison dans les débats qu'il y a là, si à la fin on peut faire en sorte que le Togo avance et que les gens se sentent mieux dans le pays, moi, je pense que c'est déjà beaucoup. Et voilà. Et nous allons faire un petit tour dans la sous-région. Aujourd'hui, Paris et Bamako sont au bord de la rupture. Alors, comment réagissez-vous à l'UFC face à cette situation, cette tension qui a un pic très élevé aujourd'hui entre les deux pays? C'est une question compliquée que vous me posez parce qu'effectivement, je suis ici comme conseiller spécial du président, mais ça ne m'enlève pas la casquette de vice-président de l'Assemblée que je suis, qui est astreint au devoir de réserve. Vous savez que je suis vice-président du groupe d'amitié France-Togo, et que la France est un pays ami, un pays frère avec lequel nous avons des relations poussées, très avancées. C'est eux qui forment nos cadres, qui nous aident dans la formation dans le domaine de la sécurité. La plupart des Togolais vont étudier en France, vont en vacances en France, se soignent en France, font le commerce en France. Nous partageons la même langue. Alors quand vous avez des relations de cette nature-là avec un pays comme la France, je pense que quand il y a des incompréhensions, il vaut mieux s'asseoir et en discuter. Ah oui, mais c'est Jean-Yves Le Drian qui a poussé trop le bouchon, qui a mis le feu aux poudres. C'est ce que vous dites. C'est ce que les autorités maliennes disent. Disent aussi. Le Mali est un pays frère, est un pays de la CEDEAO que je souhaite voir sortir de la crise assez rapidement et retourner sur la voie de la démocratie. Donc je ne veux pas verser de l'huile sur le feu. Je pense que si entre le Mali et la France, il y a des problèmes, comme on le voit sur les médias, que par les voies du dialogue, ils s'asseyent et qu'ils discutent, parce que de toute la façon, nos destins sont liés. Voilà. Évangéliste Senghor sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô, Joachim, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Alupi, bonjour. Bonjour, cher évangéliste. Meilleurs vœux, hein. Merci à vous aussi. Voilà. Bon, nous sommes déjà dans le monde. Depuis 2010 que votre patron a fait une fusion avec une IRTT. Pas de fusion. Ils ont signé un accord. Voilà, un accord pour gérer le pays. Bon, depuis ce temps jusqu'à présent, monsieur Alupi, dites-moi, est-ce que vous pouvez dire aux Togolais que cet accord-là a donné quelque chose de positif? D'accord, très bien noté. Pourquoi je dis ça? Parce que, jusqu'à présent, le journaliste vous a posé la question sur la vie chère. Il y a les détournements dans les années passées, les gens ont ramassé des milliards. Bon, votre patron
qui n'est pas là au Togo, il s'est volatilisé. Est-ce que ce n'est pas un échec, ce n'est pas une honte quand même de votre part? D'accord. Madame Essi, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, quelqu'un a déjà parlé de cet accord. Moi, je voudrais lui demander si il le regrette, si l'UFC, un parti nationaliste, si il le regrette ou s'ils en sont fiers. D'accord. Et je voudrais lui demander aussi, dans la constitution du temps d'Olympio, est-ce que le service militaire était obligatoire et une allocation conséquente de 250 000 francs par mois? Est-ce que c'était dans les textes? Et puis, les marchés ont brûlé, on n'a jamais entendu l'UFC réagir. Et comment se fait-il qu'on retrouve encore un régime jusqu'à ce jour, un régime qui a connu Kennedy et De Gaulle? D'accord. Alors, monsieur Aléplu, vous avez écouté, on commence d'abord par Senghor qui dit depuis 2010 que l'accord est signé. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous sentir fier ou ce n'est pas un échec pour vous? Vous savez, quand vous engagez dans un accord, c'est un mariage de raison, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on l'a fait pour quelque chose. On ne l'a pas fait pour un bénéfice politique personnel, ou on ne l'a pas fait pour pouvoir parader avec, on a signé un accord, c'est nous, c'est nous. Dans les conditions crispées dans lesquelles se trouvait le Togo, avec une situation économique exsangue, on s'est dit, bon, en signant cet accord-là, ça va donner au Togo une chance d'aller vers une paix et d'arriver à l'alternance. Donc, d'un côté, stabiliser l'environnement politique, de relancer l'économie et créer les conditions d'une alternance. Donc, on a réussi à stabiliser l'environnement politique en 2010 quand on a signé cet accord. On a réussi à relancer l'économie avec un taux de croissance de plus de 5% pendant une longue période, des milliers et des milliers de kilomètres de routes construites. Beaucoup de choses que vous voyez maintenant ont été grâce à cet accord. Maintenant, le troisième point important de cet accord, qui n'a pas encore eu lieu, c'est l'alternance. Voilà. Donc, l'alternance n'a pas eu lieu et ça a été un motif de déception pour beaucoup de gens. Mais l'alternance n'est pas contenue dans l'accord qu'on va te donner le pouvoir. L'alternance, c'est les populations qui décident. Voilà. On va, on vote. Mais la question, oui, est-ce que vous regrettez aujourd'hui ou bien vous en êtes fier? Non, moi je n'ai pas de regrets. Je fais partie des défenseurs de cet accord-là. Oui, il y a eu des insuffisances qu'on nous assumons. Et il y a eu beaucoup de bonnes choses aussi que nous assumons. Les marchés brûlés, mais l'UFC s'est muré dans un silence assourdissant depuis lors. Quel marché? Les marchés de Lomé et de Kara brûlés. Mais ça date de 2013, je n'étais même pas dans le pays. Oui. Probablement que nous avons réagi, sauf que moi je n'ai pas le communiqué aujourd'hui avec moi ici. Vous voyez, vous savez, il faut essayer d'éviter de nous crucifier. Jésus a déjà été crucifié, c'est assez, ça a sauvé l'humanité. Oui, mais quand même, vous êtes député élu, vous avez des députés élus à Lomé. Oui, il devait poser cette question-là à nos 3 députés qui étaient là en 2013. Nous sommes en 2022, les amis. Moi, je pensais qu'un nouveau marché encore brûlé, j'allais m'en désoler. Service obligatoire, militaire obligatoire dans les tests à l'époque de Sylvanus Olympio. À cette époque-là, mes parents n'étaient même pas encore nés. Bon, ils étaient nés, mais ils ne se connaissaient pas. Donc, je n'en sais rien, sincèrement. Par contre, nous avons le service civique que si nous sommes en majorité un jour, nous allons instaurer. Parce que face à des problèmes comme la menace djihadiste et face à l'incivisme que nous observons, c'est-à-dire tous ces enfants qui sont au bord de la route, qui nettoient les voitures, qui tapent sur vos voitures au carrefour et tout cela, la saleté dans la ville, aux gens qui brûlent les feux rouges et tout le reste, il faut un certain civisme dans le pays. Et nous pensons que si nous avons un service civique d'1 an ou 2 ans accouplé au service de volontariat que l'ANVT fait bien, je pense que ça va rendre les Togolais plus 30 ans, disciplinés. 3 décennies, ce n'est pas rien. Oui. Alors, vous êtes en pleine fête. Est-ce que demain il fera beau au Togo? Il fera très beau au Togo si nous acceptons de nous accepter les uns les autres, nous acceptons de nous parler et nous arrivons à mettre la patrie avant les partis. Et si nous arrivons également à régler le problème de la vie chère ensemble. Monsieur Sénat Lépuy, merci. Bon, j'espère vous voir nombreux à la messe à 12h30 aujourd'hui à l'église Saint-Augustin d'Amoutiévé et je souhaite à tous les militantes et militants au nom du président national de l'UFC une bonne fête.
Merci, bonne fête à vous, à l'Union des forces de changement, le DTIAM, le parti qui a su drainer des milliers et des milliers, voire des millions de Togolais dans le passé. Est-ce qu'on en arriverait encore là? Les jours à venir nous détermineront. Merci madame, merci monsieur, merci à IT pour la mise en onde et très bonne journée à toutes et à tous.